On peut considérer que nous sommes encore à ce stade-là, en passant de la chambre philosophique à la chambre de réflexion, au cabinet de réflexion, que nous allons pénétrer et que nous allons vivre l'épreuve dite de la Terre. Alors le candidat, il a fini de rédiger son testament maçonnique, on a pris son testament, on l'a apporté au vénérable maître au fil de l'épée. Je rappelle que l'épée traverse les 3 testaments, c'est pas pour rien. Et là, nous le faisons rentrer, après lui avoir bandé les yeux, à l'intérieur du cabinet de réflexion, la chambre de réflexion, et va démarrer une sorte de voyage intérieur. Un voyage intérieur au milieu d'un certain nombre de symboles. Alors, pour aider votre second surveillant, j'ai mis en marge un certain nombre de thématiques qu'il convient peut-être d'aborder en même temps que vous lisez ensemble. L'aménagement du cabinet de réflexion. Alors vous avez vitriol, vous avez tous les symboles alchimiques, vous avez une bougie bien sûr, ça c'est très important, vous avez un crâne, le poignard si c'est un futur frère, un axe avec du fil autour si c'est une future sœur, le tout mis sur un tartan avec un tableau, et ce tableau, bien sûr, il faut pouvoir le commenter et déterminer les différents symboles qui sont présents dessus. En ce qui concerne l'allusion mythique qui est faite, c'est, en ce qui nous concerne, bien sûr, toujours le mythe de Thésée, d'Ariane et du fameux Minotaure. Et ce qui démontre que c'est une épreuve très intérieure, entre obscurité et lumière, et une lutte contre soi-même. Et tous les symboles qui sont présents sur ce tableau et qui vont être commentés font allusion au cycle de la vie et de la mort, avec le caput mortem qui est ce crâne sur de tibia en croix de Saint-André. Une sorte de memento mori, c'est-à-dire de se rappeler que l'on va mourir et que tout a une finitude. Mais cette finitude, finalement, elle n'est pas pour rien. Elle est rappelée par le crâne, mais aussi par la faux. Alors chez nous, nous n'avons pas le coq, hein, mais la faux permet de faucher les blés. Raison pour laquelle cette faux est importante, c'est pour faucher peut-être les vies sur la fin, quand elles sont mûres, trop mûres, et pour prôner une forme de renouvellement, un peu comme le blé qui est fauché et le grain qui tombe en terre et qui va à nouveau lui-même germer à l'aide de la terre, de l'eau, de l'air et du soleil, et nous donner, nous nourrir, et ça sera la production du pain qui lui-même se fera avec le produit de la terre, c'est-à-dire le blé, l'air, l'eau et le feu. Voilà. Donc il faut commenter tout ça sous l'angle mythique. Voilà. À un moment donné, effectivement, on va frapper à la porte du temple. Alors c'est pas nous qui frappons, c'est le maître de cérémonie qui frappe pour nous 3 grands coups. Et ces 3 grands coups sont répétés, alors sont frappés de l'extérieur et sont répétés de l'intérieur. Ça c'est la première mise en exergue de la porte, bien sûr, de la porte d'accès à une enceinte difficile d'accès, secrète, sacrée, consacrée peut-être. Et cette porte, il va falloir la franchir. Comment va-t-on la franchir alors qu'on a les yeux bandés? Alors, dans le rituel, il est dit qu'il faut quasiment ramper. Il y a un obstacle. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si c'est un accouchement, hein, voilà, ou si c'est plus simplement un symbole d'humilité. Car je vous rappelle que vous arrivez avec une pantoufle en lieu et place de votre chaussure et le genou qui a été dénudé ainsi que l'épaule. Bon, cette démarche d'humilité fait le pendant avec une notion anthropologique de renaissance. On retrouve ce système de renaissance assez facilement dans la plupart des tribus primitives, quand il y a des rites initiatiques, où effectivement on doit ramper, on doit mimer une sorte d'accouchement, on sort de la caverne en fait. Et l'épreuve de la terre, en fait, c'est ça, on sort de la terre comme le grain qui germe et qui va vers la lumière.
Donc on rentre à l'intérieur, bien sûr. On se retrouve dans une situation où on est interrogé sur, je dirais, la sincérité de notre démarche. On demande s'il y a le consentement ou s'il n'y a plus le consentement, parce qu'on peut encore changer d'avis. Et nous voilà partis dans le processus initiatique des différents éléments que nous verrons une autre fois. Pour le moment, ce que nous avons vu, c'est surtout cette notion de passage, de travail de transformation intérieure grâce au cabinet de réflexion. Il va falloir commenter tous les symboles du cabinet de réflexion. Il va falloir aussi commenter la notion de porte, la notion de passage en rampant, etc., etc. Donc ça, votre second surveillant, ainsi que les petites annotations que j'ai mis en marge du rituel, vous permettront de progresser sur ces questions-là. Voilà. On notera aussi que dans le rituel, à un moment donné, on vous pose la question de savoir qui vous a recommandé, sous-entendu qui est votre parrain, et vous donnez le nom, et très brutalement, de manière très sèche et très puissante, on répond tous en chœur que nous ne le connaissons pas, et on crée une sorte de perturbation, de déstabilisation. Et tout ça est typique d'un trauma initiatique. Le trauma initiatique est nécessaire pour la mémorisation de la rituelie et pour l'incorporation du rituel, c'est-à-dire les effets du rituel, ils doivent passer la barrière des apparences et de la facilité. Il faut rentrer en profondeur en soi, il faut impacter le corps, l'âme et l'esprit. C'est pour ça qu'on frappe par 3 fois à la porte du temple, et c'est pour ça que vous frapperez par 3 fois la pierre brute, aussi avec le maillet, le ciseau, donc au corps, à l'âme et à l'esprit. Voilà. Donc ça, c'était pour les 2 premières têtes de chapitre. Les mots pour le dire, alors bien sûr, des questions sont posées, qui sont un petit peu complexes pour certaines d'entre elles, mais il faudra s'y attacher. Il faudra surligner les passages qui engagent l'humilité et la déstabilisation dans le rituel, donc ça c'est facile. Pourquoi c'est le maître de cérémonie qui frappe à la porte et non vous? Ça c'est facile, hein, je viens d'expliquer. Lorsqu'est déclaré à l'extérieur puis à l'intérieur du temple l'identité complète et la filiation de l'impétrant, qu'est-ce que cela signifie, le fait que ce soit extérieur et intérieur? De quelle identité s'agit-il et de quelle temporalité s'agit-il aussi? Entre l'extérieur et l'intérieur, y a-t-il une différence? Le passage du seuil est-il un accouchement? Où est la matrice dans ces conditions, si c'est un accouchement? Et où est la lumière? Voilà, ce sont les questions de base pour maintenir une forme de logique dans le mouvement qui est le vôtre. Alors justement, dans les mots pour le dire, 3e partie, on travaille sur l'exotérisme et l'ésotérisme, entre savoir et connaissance aussi. Donc vous voyez, c'est toujours un binôme, des mots qui marchent ensemble et qui se définissent, je dirais, l'un par l'autre. Voilà. Souvent, il y a ce balancement en franc-maçonnerie et c'est très intéressant parce que ça permet d'aller très très vite dans la compréhension. Alors l'exotérisme, c'est l'interaction avec le réel et l'élaboration du sens commun. C'est relatif aux apparences, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Et dans la franc-maçonnerie, la morale et l'éthique font partie de cette démarche exotérique parce qu'elle est comportementale. Elle fait partie de ce qu'on appelle les petits mystères. Et à ce titre, on n'a pas besoin d'être engagé à un très haut niveau ésotérique. C'est plutôt philosophique et comportemental. L'ésotérisme consiste, lui, plutôt dans une intériorisation des effets, une alchimie d'un réel profond et très intérieur. Et l'ésotérisme résulte dans la voie initiatique toujours de l'expérience personnelle. C'est-à-dire que on ne l'enseigne pas vraiment, on peut mettre sur la voie bien sûr, on peut donner des indications, mais cette dimension ésotérique, qui est une dimension cachée, dépend très précisément de la manière dont vous l'avez vécu et perçu. Alors soit l'événement, par exemple,
cette porte basse, la signification ésotérique. C'est bien autre chose qu'un symbole d'humilité qui, lui, que cette démarche d'humilité est plutôt exotérique. Vous voyez, déjà, on voit bien la différence. Donc la voie initiatique et l'ésotérisme, ça marche ensemble, et ça résulte d'un travail de profondeur, un travail sur soi. On en revient toujours à la notion de connais-toi toi-même. C'est autre chose que les valeurs dites morales qui sont indispensables. Ce sont des valeurs beaucoup plus profondes qui relèvent de l'intime et qui sont liées à la tradition maçonnique et à la tradition orale, parce que dans la tradition orale, on emporte le sens, mais un peu plus que le sens commun, c'est-à-dire que on met l'interlocuteur sur la voie non plus du sens, mais de l'essence. Une notion beaucoup plus puissante et forte, et ça, c'est déjà l'ésotérisme. Voilà, quatrième chapitre, c'est l'histoire des loges Stuart en exil et des loges londoniennes. Alors, j'ai essayé de vous faire un petit résumé des pages 26 à 55 du livre de l'apprenti. Bon, j'ai repris quelques éléments là-dessus, j'ai essayé de les simplifier, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc il faut s'en imprégner, vous avez toute votre vie pour comprendre l'histoire de la franc-maçonnerie. Je rappelle que l'histoire de la franc-maçonnerie, on a longtemps cru qu'on descendait en voie directe des maçons bâtisseurs de cathédrales, ce qui est complètement faux. Et donc on s'inspire plutôt des partisans des Stuart. On s'inspire plutôt, je dirais, de l'aristocratie universaliste du siècle des Lumières. Et puis on aboutit à une sorte de mixage anglo-écossais avec l'émergence typiquement française, ça c'est le génie français, qui va transformer les ritueli en quelque chose de plus adaptable à l'esprit français. Alors, de tout ça, on pourra dire aussi qu'il y a des surgeons continentaux qui sont très importants. Le rite écossais primitif lui-même est issu de toute cette évolution. Et donc, il a été témoin de toutes ces transformations qu'il faut essayer de connaître. En ce qui concerne le catéchisme de l'apprenti, qui est le 5e point, il consiste en la présentation et à la classification des 36 questions-réponses en 3 groupes. Alors, bien sûr, on revient sur l'idée de mémorisation, l'aspect mémotechnique, c'est très très important. Il est difficile de percevoir les symboles et de les récupérer sous forme rituelique sans avoir une mémorisation. D'ailleurs, vous verrez que les 36 questions-réponses sont scandées et sont faciles à retenir parce qu'elles sont courtes et on reconnaît les catéchismes primitifs par rapport aux catéchismes récents dans la longueur des questions et la longueur des réponses. Plus les réponses sont longues, plus ça a été trafiqué récemment. Voilà. Donc, si vous avez des réponses courtes et des questions courtes qui pètent, qui scandent, qui soient bien rythmées, c'est typique du devoir de mémoire, c'est-à-dire de la capacité à apprendre ce catéchisme en 36 questions-réponses par le cœur. Je précise par cœur, mais par le cœur. Donc, on va aboutir à travers la qualification des différentes questions-réponses à une sorte de classification en 3 parties. Alors en 3 parties, pourquoi? Parce que on a essayé de dégager ce qui avait trait au parcours de l'impétrant, d'une part. Alors c'est toute la démarche de candidature, la motivation lumineuse, passer des ténèbres à la lumière, la préparation et l'état adamique, c'est-à-dire ni nu ni vêtu, purifier, alléger des pesanteurs métalliques, c'est-à-dire l'abandon des métaux, l'introduction au ternaire initiatique avec les 3 grands coups, avec les 3 verbes demander, chercher, frapper, n'est-ce pas, qui sont inspirés du Nouveau Testament et de Matthieu. L'identification civile, l'identification maçonnique, extérieure, intérieure.
les 3 officiers qui vous prennent en charge et les 3 voyages qui vous restent à faire à l'intérieur de l'enceinte. Ça, c'est ce qui résulte tout simplement de votre catéchisme. Bien sûr, la réception corporelle à l'équerre et au compas, entre l'équerre et le compas, mais à l'équerre et le compas, c'est-à-dire vous avez le genou sur l'équerre et le compas sur le cœur, et l'obligation de secret par le serment. Tout ça, ça concerne le parcours de l'impétrant, donc du candidat. De l'autre côté, il y a une préoccupation dans le catéchisme, c'est de mettre en avant tout ce qui est reconnaissance. Mes frères et sœurs me reconnaissent comme tel. Ça, c'est la deuxième rubrique, être reconnu par les frères et sœurs. Donc, la qualification du franc-maçon libre, vainqueur, vertueux, maître de lui-même, on est reconnu en fonction de nos efforts vertueux. Voilà. Comment reconnaître celui qui est franc-maçon? Tout simplement par la geste initiatique. Connaît-il la geste initiatique? Connaît-il le signe, le mot, les attouchements? On est reconnu par notre geste commun, par notre langage commun. Et enfin, et le plus important, je pense que c'est le mot de la fin dans le catéchisme, c'est l'identité ternaire, j'ai 3 ans. Donc, tout ça, c'est la reconnaissance. Et enfin, le troisième acteur, en quelque sorte, la troisième préoccupation du catéchisme, c'est de mettre en avant la structure même de la loge. Alors, on va parler de la nature de la loge juste et parfaite. 3, 5, 7, ça va apparaître et vous allez l'apprendre par cœur. On va travailler sur la topologie ternaire, cyclique et ordonnée de la loge, la vision illuminée de l'ordre céleste. Alors, solsticial, lunaire et solaire, dupliqué en loge par les officiers, bien sûr, et pour organiser le cycle du travail un peu et du repos, un peu comme si le cycle humain était calqué sur le cycle céleste, la voûte étoilée est donc très importante. Et puis, on n'oublie pas de parler des loges dites de Saint-Jean avec leur caractère donc solsticial, puisqu'il y a Saint-Jean d'été et Saint-Jean d'hiver. Tout le monde le sait, mais en tout cas, si vous ne le savez pas, vous l'apprendrez. Je rappelle que c'est à la Saint-Jean d'été que votre testament philosophique va partir en fumée dans la voûte étoilée. Donc, à travers cet exercice de classification, on vous demande de rechercher à l'intérieur de ce catéchisme tout ce qui serait supposé être affaire à des principes d'un côté, des devoirs de l'autre, des symboles et des rituels, ritueli. Donc, si vous pouvez le faire, c'est bien. J'ai fait une petite amorce pour vous aider. Donc voilà les 5 points qui concernent le livret numéro 2 pour les instructions de l'apprenti. Je rappelle que ces instructions sont juste des ouvertures d'esprit, ça n'a aucun caractère obligatoire dans le sens où on ne vous impose pas une connaissance particulière. La connaissance, c'est vous qui la ferez. Nous avons dit que l'ésotérisme résultait d'une expérience personnelle. Même si on vous donne des voies éventuellement à suivre en tant qu'ancien, pour autant le chemin c'est vous qui le tracez. Voilà pour ce deuxième livret. Je vous souhaite une bonne soirée.